Salut à tous les amis, salut les fidèles du 11 lyonnais, c'est Mika, très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau contenu sur la chaîne, un format court actu olympique lyonnais. Petit format que je tente de développer progressivement sur la chaîne pour en faire un petit rendez-vous, on va dire peut-être tous les jours, je verrai bien, tous les 2-3 jours. En tout cas, on verra ce que nous donnera l'actu de l'OL. Mais l'OL est un club qui bouge beaucoup, dans tous les sens bien souvent, donc je pense qu'il y a matière à vous alimenter assez souvent. Mais ça, on verra bien prochainement. Alors les gones, aujourd'hui, 3 sujets qu'on va évoquer ensemble. Le premier, on fera un petit retour en débrief, on peut le dire comme ça, sur les prises de parole de Lucas Perry et du coach Fonseca en conférence de presse. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut, je dirais, analyser. Il n'y a pas eu de mots fracassants, mais des petits messages distillés par Lucas Perry et Paulo Fonseca qu'il faut impérativement reprendre et décortiquer. On évoquera aussi l'entretien mené par Gaël Berger sur la chaîne YouTube et OL Play, donc de l'Olympique Lyonnais, avec un certain Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Entretien qui n'était pas non plus extraordinaire, mais quelques éléments, quelques indicateurs qui confirment le bilan que j'avais dressé sur l'air perçage et les motivations qui avaient conduit John Textor à remercier le coach Sage. On en reparlera, là encore, il y a beaucoup de choses à évoquer et c'était franchement intéressant à lire entre les lignes, toujours. Et enfin, on évoquera la rumeur, qui pour moi est plus qu'une rumeur, sur Lucas Perry, que la presse brésilienne envoie vers Newcastle. Vous verrez que pour moi, il faut aller au-delà de la simple rumeur. Les gones, avant de commencer, pensez au petit pouce qui prend 2 secondes, très rapide. On clique maintenant en dessous de la vidéo, ça encourage, ça fait très plaisir. Et d'ailleurs, j'y pense, merci pour tous les messages reçus depuis plusieurs jours sur Twitter, sur X, YouTube. J'ai reçu un nombre incalculable de messages. D'ailleurs, j'ai du mal à vous répondre à tous parce qu'il y a tellement de messages, de commentaires qu'il faut prendre le temps et ça prend du temps. Entre la vie de famille, le travail, YouTube, ça prend beaucoup de temps et je tente tant bien que mal de vous répondre. C'est pas facile, les gars, donc mes excuses si je suis un petit peu long pour vous répondre à vos différents messages, mais mille merci pour tous les mots très sympathiques, toujours bienveillants. J'ai beaucoup de chance d'avoir une telle communauté. Ça fait vraiment plaisir et d'ailleurs, je vous le dis aussi, petite parenthèse, on a passé le cap des 5000 abonnés. Vous n'imaginez pas à quel point pour moi c'est un truc de fou. J'ai créé la chaîne il y a maintenant 1 an et 3 mois, pour être très précis. En 1 an et 3 mois, atteindre 5000 abonnés, c'est juste... waouh, c'est fou quoi. Franchement les gars, je vais être franc avec vous, il y a maintenant 1 an et 3 mois quand j'ai créé la chaîne, je m'étais dit, bon bah Mika, voilà, tu parles de foot, de l'OL, ta passion, c'est vachement cool. Franchement, c'était un truc que je voulais tenter. Je voulais essayer pour, bah voilà, découvrir un nouveau truc, le YouTube game comme certains disent, avec ses contraintes, points positifs, négatifs. Mais à l'époque, j'étais à des années-lumière de me dire qu'un jour, je serais à 5000 abonnés. Pour moi, si j'avais au bout d'1 an ou 2, allez, 200-300 abonnés, ça aurait été cool. Alors imaginez, 5000, c'est complètement dingue. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, mille merci pour tout. J'ai beaucoup de chance, vraiment j'ai beaucoup de chance. Parler de foot avec vous, de l'OL, notre passion, bah c'est du pur plaisir. Parce qu'à une époque où, j'en ai bien conscience, la vie est difficile et qu'on a tous des contraintes professionnelles, familiales, etc. Parler de foot, de l'OL, de passion entre vous et moi, comme ça, c'est vraiment du pur plaisir et j'ai une chance inouïe. Je voulais impérativement vous le dire et vous remercier en vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui me va droit au cœur. Donc mille merci pour tout ça les amis. On commence donc par le thème numéro 1 de la vidéo, les prises de parole en conférence de presse de Lucas Perry et Paulo Fonseca. Alors dans l'ensemble, on n'a pas appris un truc de fou, loin de là, il n'y a pas eu de scoop, de déclaration tapageuse ou foudroyante, pas du tout. Mais comme souvent, je le dis, il faut lire entre les lignes. Et néanmoins, on est sur le début de l'ère Fonseca. Donc tout ce qu'il va dire, je pense qu'il faut l'écouter, l'entendre et tenter de lire entre les lignes. Et je trouve que là, vraiment, entre ce que Fonseca nous a dit, ce que Lucas Perry a dit, et ce que John Textor avait dit, et ce que Mathieu Louis-Jean a dit, j'en parlerai après, il y a quelques jours sur OL Play, il y a beaucoup de passerelles, beaucoup de liens. Et on sent en fait que durant la conférence de presse, pour Lucas Perry
et Fonseca, il y a un fil conducteur, je dirais même presque des éléments de langage sur l'aspect défensif. Parce que oui, c'est de ça dont il est question, c'est la rigueur, l'équilibre défensif de l'OL. On sent vraiment que c'est le chantier number one sur lequel tout le monde se porte. C'est évident, c'est évident. Alors je n'ai pas le verbatim, mais j'ai bien retenu ce qu'a dit le coach, ce qu'a dit Lucas Perry. Alors Lucas Perry, lui, pour faire simple, il dit « On a beaucoup bossé la défense durant toute la semaine ». Au moins c'est clair, pas de suspense, il le dit franchement, on a beaucoup axé sur le travail défensif. Et il dit un truc aussi qui m'a vraiment intéressé, Lucas Perry, c'est là qu'on voit bien à quel point, entre le monde amateur et professionnel, il y a un monde, un univers d'écart entre eux et nous. Toutes ces micro-choses, ces micro-éléments qui font que le foot pro est un monde très très différent du foot de loisir, évidemment. Là encore, je n'apprends rien à personne, mais Lucas Perry, il a eu une remarque que je trouve vraiment intéressante et qui en dit long sur la minutie, le sens du détail du monde pro. Il dit, alors il y a une question qu'il lui posait, à laquelle il doit répondre, et la presse lui demande quels sont pour lui les axes d'amélioration de son jeu. Et il dit, durant l'Olympico contre Marseille, j'ai glissé 3 fois. Alors la réponse paraît un peu bizarre, on se dit mais en quoi c'est un défaut? Ça, c'est pas un défaut de glisser. En tout cas, pour le commun des mortels qui voit le foot à la télé ou au stade, glisser, c'est pas non plus un truc de dingue, quoi. Ça arrive très souvent. Et Lucas dit, c'est pas normal. À 3 reprises, j'ai glissé. C'est pas normal dans le foot de haut niveau. Donc ça, on l'a beaucoup bossé à l'entraînement avec mon coach des gardiens. Et on a travaillé mes appuis. On a travaillé le sens de ma cheville, comment bien la poser. Bref, plein de petits, des tout petits éléments, des détails qui font la diff. C'est un passage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est pas un truc de dingue, c'est pas extraordinaire, c'est pas une discussion tactique, mais le sens du positionnement du pied, de la cheville, comment mettre son corps par rapport au ballon pour ne pas glisser, c'est tout ça qui fait que le foot professionnel, c'est un monde à part. C'est ça le football de haut niveau. Eh ouais, c'est tous ces petits éléments qui font que bout à bout, quand tu fais l'addition de tous ces petits détails accumulés, eh bien à la fin tu as un rendu qui tend vers le professionnalisme. Bon, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, mais je reviens au cœur du propos qui était le travail défensif. Paulo Fonseca est très clair, il dit que durant toute la semaine, on a axé les séances sur grosso modo 2-3 éléments, défendre dans son camp, le pressing, il appelle la pression, mais c'est la pressing au cours des matchs, et surtout l'équilibre attaque-défense à la perte de balle quand on est en bloc haut. Et je pense que le coach a ciblé vraiment les 3 grands mots MAUX de l'OL. On en parle souvent sur la chaîne les amis en débrief, j'en parle souvent aussi. Je l'ai évoqué dans les grands chantiers de Paulo Fonseca en vidéo il y a maintenant 2 jours. Je pense que l'aspect défensif, transition, attaque-défense, marquage préventif, équilibre du bloc équipe, attaque-défense, rester un bloc compact quoi qu'il arrive, avec ballon, sans ballon, tout ça, ce sont des éléments que Fonseca doit impérativement travailler à l'OL. Et là, on sent que c'est vraiment l'axe de travail, progression majeure qui a été ciblé par les dirigeants et par le staff. Donc vraiment intéressant à ce niveau-là. Et là-dessus, il a vraiment insisté. Vraiment, je pense que les dirigeants et Fonseca sont en phase là-dessus. Je crois que durant la conférence de presse, il dit un truc comme il faut que l'on retrouve de l'équilibre quoi qu'il se passe, avec ballon, sans ballon, il faut que l'on retrouve de l'équilibre. Et le mot équilibre, il le dit bien. Et ça prend tout son sens. On a vu les matchs, vous et moi les amis, tous ces matchs où on était à la perte de balle déséquilibré, pas aligné, loin du porteur, un peu en accordéon, ce pressing qui se tend, qui se distend, qui n'arrive pas à faire bloc. Tout ça, on l'a vu en match, et lui, il l'a vu aussi, parce que c'est un coach de très haut niveau qui est très loin devant nous. Mais voilà, c'est vraiment intéressant, et on sent que les mots ont été ciblés avec précision. Il faut toujours lire entre les lignes. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont distillés par le staff, par le coach et les joueurs, et je pense que là, c'en est un vraiment, le travail défensif, qui est une priorité absolue. Il le dit, contre Marseille, on fait un bon match. Alors, il dit bon match. Moi, je dirais match, en tout cas, intéressant en 2 temps. On a vu un OL qui était vraiment équilibré, à la recherche de l'équilibre absolu défensif. C'était bien durant 1 heure à ce niveau-là, vraiment bien. On a très peu concédé d'occasion, vraiment un gros boulot défensif contre l'OM. Là-dessus, il a raison, Fonseca. Et il dit que dans ce match-là, on a montré par petits bouts qu'on pouvait, sur quelques transitions, faire mal à l'OM. Et en fait, il en vient à dire que finalement, c'est ça vers quoi il faut tendre. Il faut garder l'équilibre défensif et sur les quelques séquences de transition, faire mal. C'est pour ça qu'il dit que durant toute la semaine, il a longuement insisté sur le travail défensif, rester groupé, compact, bloc équipe, chacun fait les efforts avec l'équipe. Ça paraît tout bête et basique ce que je dis là, ce que le coach dit là,
Mais pour moi, c'est un axe fondamental de progression. Je l'ai dit en vidéo aussi. On encaisse maintenant, en ce moment, 1,33 buts de moyenne, je crois, par match. Si on veut atteindre le niveau top 4 en Ligue 1, il faut tendre vers le 1 but par match, à la limite 1,1, mais pas beaucoup plus. Les meilleures défenses de Ligue 1, grosso modo, c'est entre 0,9 et 1,1 but par match. Et bien souvent, c'est la qualité défensive qui te conduit vers le top 4, donc la Ligue des Champions. Donc pour moi, et pour le coach, c'est l'axe de progression majeur, et je le rejoins à 1000%. Il a évoqué aussi le rôle de Tolisso, et là encore, il faut lire entre les lignes, toujours. Il dit contre l'OM 4-2-3-1, Coco Tolisso numéro 10 assez libre pour jouer entre les lignes, c'est vrai, on l'a vu contre l'OM, très gros match de Tolisso, vraiment bien, mais il y a un petit mais qu'il glisse par la suite, et là, il fallait le relever aussi, je pense. Il dit, mais vous savez, Corentin, il peut jouer dans plusieurs rôles différents. Alors, il ne dit pas 6, 8, 10, il ne le dit pas, mais c'est clairement ce qu'il sous-entend. Et je pense, parce qu'il l'a aussi un petit peu insinué, je pense que le 4-2-3-1 de Fonseca sera maintenu contre Reims. Ça, c'est pour moi évident. Mais je pense par contre, alors contre Reims, on verra sûrement Tolisso en 10 toujours, parce que Almada sera à court de forme, mais je suis convaincu que d'ici 2-3 semaines, le 4-2-3-1 va évoluer, et on verra dans le pivot double du 4-2-3-1, Matic, Tolisso. Je pense que Tolisso est amené à jouer plus bas, et comme Fonseca l'a dit, dans un rôle un peu différent. Et j'imagine qu'on va très vite voir un certain Thiago Almada à la création, parce qu'il a un profil qui est intéressant. Et là, je fais la transition vers ce qu'a dit Mathieu Louis-Jean au micro de Gaël Berger, donc sur la chaîne du club. Il dit que Thiago Almada a ce profil pour amener un truc en plus, quoi. Techniquement, il est à l'aise, c'est un joueur de très très bon niveau technique, donc il aura une carte à jouer pour faire progresser collectivement l'équipe. Et j'imagine, pour moi, il y a un monde dans lequel d'ici 15 jours, quand il aura repris des cannes et du physique, du foncier, je pense que Almada sera à l'OL le numéro 10 du 4-2-3-1 et Tolisso plus reculé. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'imagine. Aussi, information importante, Lacazette est blessé apparemment au genou, donc il ne devrait pas être là pour le match contre Reims de ce week-end. Voilà à peu près tout pour les conférences de presse. Maintenant, Mathieu Louis-Jean, je reviens sur Mathieu Louis-Jean, ce qu'il a dit sur la chaîne du club. Alors, à la question « A-t-on assisté à un mercato réussi ?» Il dit que oui, en même temps, il n'allait pas dire que non, ça aurait été un désaveu terrible pour lui, mais il dit que oui, mercato réussi, ils ont réussi à exfiltrer tous ceux qui voulaient partir en manque de temps de jeu ou qui voulaient un projet différent. Là-dessus, il a raison, hein. Quand on prend l'effectif, les départs durant l'hiver, bravo. Beaucoup de départs judicieux, de belles ventes. Moi, j'aimais juste une petite interrogation sur le cas de Benrahma qui, je pense, aurait pu aider dans l'effectif 4-2-3-1 de Fonseca, mais bon, voilà, c'est comme ça. Offre quasiment irrefusable pour l'OL. Et il dit qu'on a les moyens pour se redresser. Alors là, j'ai un point de désaccord avec lui. Je pense qu'il nous manque des profils. Lui dit que non. Il dit qu'on a les armes pour faire mieux. C'est vrai, on peut mieux faire, évidemment. Mais je pense malgré tout qu'on n'a pas les armes pour aller de façon évidente titiller en Ligue 1 le top 4. Alors, il enchaîne en disant aussi que la priorité absolue, lui aussi, il le dit, c'est super intéressant, c'est de retrouver l'équilibre attaque-défense, l'équilibre défensif. Et il le dit comme ça, il dit qu'il faut que les joueurs comprennent qu'on ne peut pas défendre uniquement à 6, à 7 ou à 8. C'est tout le monde ou c'est rien. Et là encore, je crois que c'est vraiment l'argument qui a déclenché le bouton rouge pour Pierre Sage, c'est quasiment sûr. Voilà en gros ce qu'il fallait retenir du contenu de l'entretien de Mathieu Louis-Jean, de Lucas Perry et Fonseca. Alors pas de contenu, pas de déclaration folle, pas de nouveauté, pas de scoop, c'est vrai, mais quelques éléments en filigrane qui confirment ce qu'on pense en fait, ce qu'on pense tous, c'est que Pierre Sage a sauté pour des raisons avant tout défensives, d'équilibre tactique, structurel du 11. Ça c'est le fond des échanges Mathieu Louis-Jean, Fonseca, Lucas Perry. Maintenant juste un petit point sur la forme. Le contenant et pas le contenu, on dirait en communication. L'entretien de Mathieu Louis-Jean, pour moi, il soulève quand même quelques questions en termes de communication. Parce que j'en suis convaincu, il n'a pas ce profil de la personne qui prend la parole pour incarner quelque chose. C'est comme ça, il est comme il est, Mathieu Louis-Jean, on ne peut pas le refaire, il est comme ça. Mais dans un club qui manque d'une tête de proue pour incarner le projet sportif, ça aurait été bien qu'on ait ce visage, cette voix qui prend la parole et qui dit tout haut ce qu'il faut faire,
quel est le projet, avec qui on y va, dans quel sens, comment, avec quels moyens. Ça, c'est un truc qui manque beaucoup. Alors là, c'est bien, il parle, c'est très bien, c'est positif. Mais par contre, pour moi, il n'a pas ce... On sent qu'il n'est pas hyper à l'aise, quoi. Alors, c'est pas une critique fondamentale, il est comme ça, point barre. Chacun a ses défauts, qualités, tempéraments. Moi, je m'en fous à la limite. Mais je pense qu'il n'est pas hyper à l'aise dans ce registre-là. C'est tout, c'est un vrai sujet pour moi, j'en parle souvent aussi en vidéo sur la chaîne. Il nous manque cette voix, ce visage qui va incarner sportivement l'OL. Et pour moi, MLJ n'est pas le candidat idoine du tout. Même si le fond est intéressant, on sent que c'est pas hyper à l'aise, c'est pas très fluide. Il y a quelques hésitations, quelques petits moments de stress, on peut le dire aussi, déglutition difficile, voix un petit peu tremblotante, hésitante. Voilà, c'est pas un grand communicant. Et moi, en termes de com, c'est un point que j'aurais aimé voir plus, on va dire amélioré au club. Ça me paraît tellement important. Deuxième thème de la vidéo, le cas Lucas Perry, la rumeur, la bombe Lucas Perry qui, selon la presse brésilienne, serait dans le viseur de Newcastle. Alors, d'un point de vue foot, pour moi, c'est pas étonnant. Grand gardien, costaud, grande envergure, on sait que les Anglais chérissent ce profil-là. Je vous renvoie à ce que disait à l'époque Christophe Lolichon qui disait que moi, en dessous de 1,90, je ne calcule même pas un gardien. Là, Lucas, il a le profil parfait, quoi. C'est le géant puissant, bref, profil quasi parfait pour l'Angleterre. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est en dehors de la rumeur, au-delà de la rumeur qui tombe comme ça en fin de mercato, c'est surtout le contexte. Là encore, je pense qu'il faut aller plus loin que la simple rumeur. Pour moi, franchement les gars, je vous le dis, l'idée de le voir partir à Newcastle, qui d'un coup comme ça tombe comme un cheveu sur la soupe en début février, c'est pour moi tout sauf du hasard. Je m'explique. Info que je vous glisse, on m'a dit que John Textor était il y a quelques jours en Arabie Saoudite. Voilà. Pour sûrement des affaires, je ne sais pas, des affaires pour du business, pour faire simple. Sûrement lié à Sportsbank, j'imagine. Le fonds qui doit venir pour investir dans Eagle et donc manœuvrer au rachat des titres de Crystal Palace. Bref, comme vous le savez, Sportsbank cache des fonds à la fois saoudiens et en partie aussi d'Abu Dhabi. Et là, je pense que vous allez commencer un petit peu à faire tilt dans vos esprits. Arabie Saoudite, Textor, Sportsbank, Newcastle, détenus par des Saoudiens. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Et en plus, on a appris en début de semaine qu'une délégation de dirigeants de clubs de D1 saoudienne était en délégation, où ça? À Rio, et précisément où? À Botafogo. Alors les amis, c'est pas du complotisme, c'est pas du raccourci puissance 10, pas du tout. Mais je pense que dans le monde du foot, il n'y a jamais de rumeurs, d'échos comme ça au hasard. Tout est ficelé, il n'y a pas de fumée sans feu, toujours, comme je vous le dis. La moindre rumeur, si elle existe, c'est qu'elle a un intérêt à exister. Et là, pour moi, c'est un petit peu cousu de fil blanc. On connaît les relations entre Textor et l'Arabie Saoudite. Elles sont assez évidentes. Dès qu'il y a un gros joueur, un gros contrat à l'OL qu'il faut exfiltrer, dans la foulée, aux rumeurs Arabie Saoudite. Lacazette Al-Shabab, rappelez-vous, et Al-Qidissia. Tolisso, il y a eu droit aussi en tout début de mercato d'hiver là, vers l'Arabie Saoudite. On a aussi eu d'autres rumeurs plus récentes, notamment Benrahma qui est parti à Neom depuis. Bref, il y a une vraie connexion entre l'OL et l'Arabie Saoudite. C'est pour moi assez évident. Et j'en suis pas convaincu, c'est un grand mot, je n'ai pas la preuve factuelle. Cette rumeur Lucas Perry qui serait apparemment dans le viseur de Newcastle, pour moi, elle ne tombe pas du ciel. Pas du tout. Je ne serais pas étonné que dans un monde où du business se trame actuellement pour l'avenir d'Eagle, je ne serais pas étonné que les Saoudiens, que Textor favorisent, pourquoi pas, un transfert qui pourrait arranger, pourquoi pas, les Saoudiens, notamment du PIF qui détient Newcastle. Bref, on verra bien, mais voilà, il y a des choses qui parfois dans le foot doivent faire tilt et matcher et trouver un faisceau d'indices assez intéressant. Et pour moi, à l'évidence, ce n'est pas qu'une simple rumeur mercato, comme il y en a 10 par jour depuis maintenant quasiment un mois et demi à l'Olympique Lyonnais. Et pour finir, troisième thème de la vidéo, le match de ce week-end contre le Stade de Reims pour l'Olympique Lyonnais. J'étais au match aller à Reims, au stade de Delaune, et je me rappelle très très bien de ce match, franchement en tout point, vraiment chelou. Sur 45 minutes, du coup d'envoi jusqu'à la mi-temps, en première mi-temps, on fait un match de très très grande qualité, beaucoup de belles séquences de jeu,
Vraiment un Noël flamboyant, et je me rappelle à mes côtés, c'est les papis fans du stade de Reims, moyenne d'âge 70-80 ans, qui me disaient tous, mais mon grand, ton équipe c'est la plus belle qu'on ait vue chez nous depuis le début de saison, quoi. Mieux que Paris, vous imaginez, mieux que le PSG. Et en seconde mi-temps, l'extrême inverse, un truc de fou, quoi. L'effondrement de l'équipe, plus rien. On subissait vraiment un truc de dingue. Alors, il y avait des raisons à ça, je vous renvoie au débrief du match aller, mais pour moi, demain, on va affronter une équipe qui est vraiment compliquée à jouer, parce qu'elle peut très bien faire des matchs de merde, s'écrouler défensivement, parce que oui, défensivement, il y a des points faibles qu'on peut évidemment mettre en exergue, mais c'est une équipe qui a de vrais bons joueurs de foot. 4-2-3-1, avec à droite Ito, très bon passeur, très bon joueur de foot. Dans l'axe en numéro 10 qui a été réaxé Nakamura. Devant en pointe, joueur qui est très brouillon, qui croque beaucoup, mais qui n'est pas avare en effort, c'est Diakité. Voilà. Et dans le cœur du jeu, un numéro 6 que j'aime beaucoup d'avenir, c'est en l'occurrence Atangana. Très bon joueur de foot, vraiment très bon. Cette équipe-là, elle est compliquée à appréhender parce qu'elle peut très bien jouer bloc bas, groupé, et dans la foulée, en transition, défense-attaque, exploser, et aller très vite devant. Et devant, elle a de vrais bons joueurs de foot. Donc attention, méfiance, parce que ça ne sera pas un match facile. Et moi, demain, je veux voir une équipe qui soit compacte chez nous, défensivement, solide. Autrement dit, voir les mêmes principes défensifs qu'à l'OM durant quasiment tout le match, ce serait bien, mais surtout, je veux voir au cours du match une continuité dans les efforts et dans l'intensité. Contre l'OM, ce que je reproche, c'est que on a un petit peu bazardé le match après le 1 partout, quoi. On a fait n'importe quoi. On s'est livré bêtement, on a fait des trucs un peu idiots, et on a perdu un petit peu en rythme, c'était moins cadré, moins sérieux. Et là, je veux voir une équipe qui, sur tout le match, alors pas tout le temps au taquet, c'est impossible, mais une équipe qui, durant une majeure partie du match, soit dans l'intensité. Et sur les quelques temps faibles que l'on aura, pouvoir geler le ballon, maîtriser quelque chose, quoi. Avoir des temps faibles tranquillisés, voilà, apaisés, ne pas subir dans notre camp, comme contre Marseille. Ça, faut arrêter, quoi. Enfin, retrouver une forme de cohérence, un équilibre défensif. Honnêtement, je m'attends à un match compliqué à manœuvrer. Alors, je pense que l'OL va gagner, je vois un 2-1. Moi, je miserais sur un 2-1 pour l'OL, mais je m'attends à un match où on a quelques petites difficultés à bouger le bloc rémois parce qu'ils vont être groupés, et attention aux transitions. C'est là où je veux voir une vraie progression au cours de la semaine d'entraînement de l'OL. C'est le point de progression. On le sait tous, défensivement, il faut être plus performant, plus compact, plus sérieux, plus rigoureux. Demain, c'est ce que je veux voir. Moi, je veux voir un OL qui est difficile à bouger, compact, groupé, et dès qu'on aura le ballon, installer des temps forts qui vont étouffer le stade de Reims. C'est ce que je veux voir. Et nos quelques temps faibles, parce qu'il y en aura évidemment, qu'on puisse les atténuer, quoi, les minimiser. Ne pas être tout le temps le cul par terre, en stress, la goutte qui tombe là. Non, ça, faut arrêter, quoi. Retrouvons un petit peu d'équilibre. Demain, je rappelle que Reims jouera sans 2 joueurs majeurs. Agbadou qui est parti, Mounetsi qui est parti aussi. Donc attention, on affronte un Reims qui va être diminué, qui a fait un match de coupe contre Bourgoin difficile, tir au but. Reims vient de virer son coach Luca Esner, il y aura sur le banc Samba Diawara. Voilà, on verra bien, mais moi je m'attends à un 4-2-3-1 classique côté Stade de Reims, avec, comme je vous l'ai dit, Nakamura en 10, à droite Ito, sûrement à gauche Diakon, en pointe Diakité, et derrière, j'imagine, en 6 pivots doubles, à Tangana. On verra bien, mais en tout cas, offensivement, ils ont du matos, défensivement c'est plus compliqué, c'est plus naïf, plus lourdeau. À voir. Si l'OL parvient à instaurer des temps de possession très forts et à minimiser les temps faibles, je pense qu'on aura fait 3/4 du chemin et qu'on pourra enfin assister à une victoire pour le début, le vrai début de Paulo Fonseca, parce que l'Olympico c'était un match particulier, évidemment. Là c'est vraiment le gros début, le point de départ du coach Fonseca, et je nous souhaite que ce soit un match pour l'OL et pour le coach, un match victorieux. Ça ferait du bien à tout le monde pour poursuivre, pour réenclencher plutôt la marche en avant vers l'objectif top 4 en Ligue 1. Sur ce, les gones, portez-vous bien, pensez aux petits pouces, commentaires, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ciao ciao, allez l'OL, toujours.